Au sommaire de ce journal tête-à-tête ce lundi à Lomé entre les présidents Félix Tshisekedi et Faure Gnassingbé. Au centre des discussions, guerre dans l'Est et les processus de désescalade face à la persistance des violences. Aux employés et employeurs, le ministère de l'Emploi et du Travail rappelle que les dates du 16 et 17 janvier sont fériées pour la commémoration des mémoires des héros nationaux Laurent Désiré Kabila et Patrice Emery Lumumba. Seulement le 17 janvier, coïncidant avec un samedi, ce jour férié sera observé le lundi 19 janvier. L'info, c'est l'heure sur Télé 50. Bienvenue à tous. Sur invitation de Faure Gnassingbé, président de la République togolaise et médiateur désigné par l'Union africaine pour le conflit dans la partie est de la RDC, le président de la République, Félix Tshisekedi, a pris part ce lundi 12 janvier à une séance de travail dédiée aux efforts de paix et de stabilisation dans cette région martyrisée. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre des initiatives diplomatiques régionales visant à relancer le dialogue et à consolider les processus de désescalade face à la persistance des violences impliquant notamment la FCM23 et les forces étrangères, renseigne la présidence de la République. Nous y reviendrons avec plus de détails dans nos prochaines éditions. Dialogue inclusif en République démocratique du Congo, un rendez-vous irréversible désormais. Le front anti-dialogue que coordonne Dieudonné Kishi dit n'est pas être concerné par des pourparlers avec ceux qui ont versé le sang des Congolais et qui collaborent avec les agresseurs de la RDC. Le front anti-dialogue, tout en félicitant le chef de l'État, Félix Tshisekedi, pour sa diplomatie agissante, reste vigilant et prêt à mobiliser les Congolais afin de barrer la route aux ennemis du pays de Lumumba. Dans son exposé, Dieudonné Kishi, coordonnateur du Front Anti-Dialogue, qui a déjà récolté plus d'1 million de signatures des Congolais pour dire non à un énième dialogue avec ceux qui ont pris les armes et qui collaborent avec les agresseurs de la République démocratique du Congo, a d'abord salué tous ceux qui ont accompagné cette initiative dès le début. Concernant la tenue probable d'un dialogue dans les prochains jours, tel que communiqué la semaine dernière par les porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya, la position du Front Anti-Dialogue est claire. Comme vous le savez, le Front Anti-Dialogue est opposé à la tenue d'un dialogue dans notre pays dans les circonstances actuelles. Et les circonstances actuelles sont celles que vous connaissez. Il y a des armées étrangères, en tête desquelles il y a l'armée rwandaise, qui sème la désolation à l'est de notre pays. L'exploitation illégale de nos ressources, on n'en parle pas. Et c'est donc dans ces circonstances où nous disons qu'il n'est pas possible, avec Kalachnikov sur la nuque, de tenir un dialogue. Le Front Anti-Dialogue dit ne pas être concerné par un dialogue avec ceux qui ont versé le sang des Congolais et lance un message au chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le Front Anti-Dialogue rappelle à son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, qu'il est aujourd'hui perçu par et dans l'opinion nationale comme le dernier rempart institutionnel et citoyen contre l'agression rwandaise et contre la balkanisation de notre pays. À ce titre, la tenue d'un dialogue qu'il préconiserait ne doit en aucun cas devenir une occasion de capitulation politique, morale ou stratégique, comme cela a été tristement le cas pour plusieurs responsables politiques, religieux et sociaux qui, hier encore, ont courbé les chines face aux injonctions et aux intérêts du Rwanda et de ses alliés. Pour les fronts anti-dialogue, les Congo ne se négocient pas, la souveraineté de la République démocratique du Congo non plus, et le peuple congolais ne capitulera pas.
La République démocratique du Congo est à l'aube d'un tournant historique concernant ces minerais. Devant le Conseil des ministres, le ministre des Mines, Louis Watoum Kabamba, a présenté le projet des mines des fers de la Grande Orientale, un projet stratégique capable de propulser la RDC parmi les géants mondiaux du fer, un minerai jusque-là sous-exploité. Avec des réserves estimées entre 50 et 20 milliards de tonnes de minerais, à plus de 60% de pureté, le pays détient aujourd'hui un trésor encore largement inexploité. Mifor n'est pas un projet minier classique, c'est une véritable architecture économique nationale conçue pour transformer une ressource stratégique en infrastructure, revenus durables et développement territorial équilibré. La première phase prévoit 50 millions de tonnes de production annuelle avec la possibilité d'atteindre 300 millions de tonnes. Pour accompagner cette montée en puissance, des unités industrielles seront implantées et un corridor logistique multimodal intégrant rail lourd, transport fluvial et accès au port en eau profonde de Banana sera construit. Côté financier, Mifor affiche des chiffres impressionnants, 28,9 milliards de dollars d'investissement initial, plus de 679 milliards de dollars de chiffre d'affaires cumulé sur 25 ans et un cash flow net supérieur à 308 milliards de dollars. Un projet solide et résilient, même dans des scénarios des marchés prudents. Pour l'État congolais, les retombées majeures après près d'un siècle d'exploitation centrée sur les cuivres et le cobalt, Mifor marque une diversification stratégique ouvrant la voie à l'industrialisation et à la transformation locale des minerais. Le projet bénéficie de l'intérêt d'investisseurs institutionnels internationaux tout en respectant la souveraineté de la RDC. Une commission interministérielle élargie a été mise en place pour assurer pilotage stratégique et gouvernance rigoureuse. Promulgué le 1er juillet 2025, le ministre de l'Aménagement du Territoire, Jean-Lucien Boussa, a procédé ce lundi 12 janvier à Kinshasa au lancement officiel de la campagne nationale de vulgarisation de la loi numéro 25/45 relative à l'aménagement du territoire, une cérémonie à laquelle ont pris part plusieurs personnalités du monde administratif, politique, coutumière et de la société civile. Regardez. Cette loi fondatrice vise à mieux organiser l'espace national autour de 4 objectifs majeurs: l'affectation des territoires à des usages précis, la planification, la mise en œuvre des processus de développement et l'institutionnalisation d'un cadre officiel de l'aménagement du territoire. Prenant la parole, Jean-Lucien Boussa, ministre de l'Aménagement du Territoire, a insisté sur l'importance de cette loi qui intègre une forte dimension environnementale. Elle prévoit notamment des mécanismes de protection, l'évaluation environnementale stratégique et l'analyse des impacts des projets de développement territorial. Cette loi a donc le mérite d'apporter les innovations majeures, dont les plus importants sont les suivants. L'établissement des liens à tous les échelons territoriaux entre les priorités du développement, les politiques publiques sectorielles et les décisions de répartition et de destination des espaces physiques. La corrélation entre les outils de planification spatiale qu'elle institue et l'organisation politique, administrative et territoriale du pays, tout en laissant des possibilités pour des types particuliers d'aménagement du territoire. Après ce lancement, des ateliers de vulgarisation se tiendront pendant 2 jours dans les 4 districts de la ville de Kinshasa. La campagne de la vulgarisation de la loi numéro 25/045 relative à l'aménagement du territoire s'étendra ensuite dans les chefs-lieux des provinces afin de permettre aux populations de mieux s'approprier le contenu de cette loi. Cette activité de grande envergure, parrainée par son Excellence Monsieur le ministre de l'Aménagement du Territoire, qui a mobilisé d'énormes moyens et des sacrifices en vue de rendre possible la vulgarisation de la loi, se poursuivra concomitamment pendant 2 journées constituées sur 4 districts de la ville-province de Kinshasa. Notons que la cérémonie s'est déroulée en présence de plusieurs autorités, notamment les secrétaires généraux de l'administration publique, les chefs coutumiers, les membres de la société civile, ainsi que les partenaires techniques et financiers. Et ce document juridique qu'est la loi numéro 25/45 relative à l'aménagement du territoire mérite une bonne vulgarisation, estiment les participants à cette cérémonie. Ils sont au micro d'Arlette Boutella.
nous venons d'avoir cette loi et quand là, l'autorité des tutelles au niveau de l'aménagement du territoire vient de lancer sa vulgarisation, je pense que c'est pour que nous tous nous puissions nous approprier, je dis bien nous tous, tous les secteurs possibles, nous devons nous approprier de cette loi et recadrer nos activités par rapport à cette loi. Parce qu'il n'y a pas un outil très important pour les pays, pour le développement du pays, sans l'aménagement du territoire. Donc, pour moi, cette loi, elle est la bienvenue et tout le monde doit s'en approprier. Tous les secteurs possibles. Parce que si nous mettons l'aménagement du territoire devant, demain nous allons parler du développement durable dans notre pays. Notre réaction est tellement positive parce que ça fait partie de notre dynamique de cette réforme-là. Parce qu'on a suivi la loi depuis qu'elle était dans l'élaboration jusqu'à sa promulgation. Il était fallu qu'on puisse aussi la rendre publique. D'où la nécessité, avec les ministères, qu'ils puissent organiser cette activité de lancement officiel de cette vulgarisation. L'idéal pour nous, que chacun de nous s'approprie de cette loi. D'où la nécessité, il va avoir d'autres travaux pour essayer un peu de traduire cette loi dans d'autres langues locales pour que chaque Congolais ou chaque Congolais là où c'est ressorti, qu'il puisse comprendre un peu les points sur la loi de l'aménagement du territoire. Nous voudrons ici également vouloir continuer à être rassurés. Non seulement nous avons été satisfaits dans la loi, parce que l'autorité coutumière s'est retrouvée être présente au niveau de conseil et national et provincial et local, c'était nommément en autorité coutumière, dans cet aménagement qui voudrait que nous puissions donner la vie et l'accompagnement étant au préalable non seulement détenteurs de terre, gardiens des terres, possession des terres, tant dans son aspect physique que métaphysique. Et sous financement du gouvernement congolais, DRC Gold Trading SA poursuit son expansion en République démocratique du Congo. L'entreprise publique annonce l'ouverture prochaine des 2 nouvelles succursales à Mbuji-Mayi et à Kinshasa dans le but de renforcer la traçabilité de l'or artisanal et de lutter contre la contrebande. Une initiative qui s'inscrit dans la vision des autorités congolaises de sécuriser la filière aurifère et de renforcer la souveraineté économique nationale. DRC Gold Trading SA, entreprise publique chargée de l'achat, de la traçabilité et de l'exportation de l'or artisanal, renforce sa présence sur les territoires nationaux. À l'issue de la première réunion annuelle d'évaluation tenue à Kinshasa, son directeur général, Maître Joseph Kazibaziba Maombi, a annoncé l'ouverture prochaine de 2 nouvelles succursales à Mbuji-Mayi dans les Kasaï oriental et à Kinshasa. Cette expansion s'inscrit dans la vision du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, visant à assainir les secteurs miniers à travers la lutte contre la contrebande, les blanchiments des capitaux et les financements des groupes armés, grâce à une gouvernance responsable des ressources naturelles. En dépit d'un environnement sécuritaire parfois instable, DRC Gold Trading SA a réalisé des performances significatives en 2025, avec l'exportation de 3,5 tonnes d'or, injectant près de 350 millions de dollars américains dans les circuits formels. Une avancée majeure comparée aux 25 kg officiellement exportés chaque année avant la création de cette société publique. Forte de ces résultats, l'entreprise ambitionne d'exporter entre 15 et 18 tonnes d'or en 2026 pour un apport estimé à près de 2 milliards de dollars dans l'économie nationale. Pour atteindre cet objectif, la direction générale appelle à la discipline, à la rigueur professionnelle et à la primauté de l'intérêt de l'État, tout en soulignant l'importance d'un climat sécuritaire amélioré et d'un soutien accru du secteur bancaire. Le choix d'Mbuji-Mayi repose sur son fort potentiel aurifère. Malgré sa réputation des capitales du diamant industriel, cette nouvelle implantation permettra de capter la production informelle et d'étendre la traçabilité de l'or dans l'espace Grand Kasaï. La succursale de Kinshasa, quant à elle, jouera un rôle stratégique pour la collecte de l'or provenant de l'ouest du pays. Déjà présente dans 8 villes du pays, DRC Gold Trading SA s'affirme comme un acteur clé de la souveraineté économique congolaise en structurant la filière artisanale, en sécurisant la chaîne d'approvisionnement et en contribuant activement à la lutte contre les circuits illicites et les financements des conflits armés.
Je l'annonçais au sommaire aux employés et employeurs. Sachez que les dates du 7 et 17 janvier seront fériées en République démocratique du Congo pour la commémoration des mémoires des héros nationaux Laurent Désiré Kabila et Patrice Emery Lumumba. Seulement, le 17 janvier coïncidant avec un samedi, ce jour férié sera observé le lundi 19 janvier, selon un communiqué rendu public par le ministère de l'Emploi et du Travail. Et puis le sénateur Norbert Basengezi est en tournée parlementaire dans la province de la Mongala. Après la ville de Lissala, l'autorité morale de l'Alliance des nationalistes pour un Congo émergent a été accueillie chaleureusement dans le territoire de Bumba. L'objectif est de redynamiser son parti dans cette partie du pays. Dans les eaux tumultueuses du fleuve Congo, un canot rapide fend les flottes portant les sénateurs Kantitima Basengezi, autorité morale respectée de l'Alliance des nationalistes pour un Congo émergent. Après un triomphe chaleureux à Lissala, il accoste à Bumba, accueilli par une marée humaine débordante de joie au port de Lonatra. Les drapeaux des partis flottent au vent et la foule acclame, illustrant les soutiens populaires indéfectibles envers l'ANCE. En tant qu'autorité morale et véritable homme des terrains, les sénateurs, accompagnés d'élus et des cadres dévoués, parcourent la route jusqu'à la salle Père Carlos. Là, il a remis symboliquement une moto-taxi à la population, un geste qui scelle son engagement envers le peuple. En partageant un repas fraternel, il tisse des liens solides avec les habitants tandis que les dignitaires locaux, lors d'une cérémonie ancestrale, lui jurent allégeance et promettent un soutien ferme. Monsieur ou sénateur honorable Basengezi, ce n'est pas la première fois qu'il arrive à Bumba, c'est la troisième fois. Il devient de plus en plus le fils du terroir. Alors la population se souviendra de lui, ou se souvient de lui, et ce qu'il a fait lorsqu'il fut d'abord troisième vice-président de la CI. Et cette fois-ci, il est venu pour nous annoncer son parti politique qui est au niveau national aussi. Avant de quitter Bumba, l'autorité morale de l'ANCE réunit pasteurs, serviteurs de Dieu et militants pour des échanges fructueux avec toutes les couches sociales. L'objectif est clair, redynamiser son parti et l'implanter dans toute la province à travers cette foule en transe. C'est toute la Mongala qui acclame Norbert Kantitima Basengezi et son ANCE, porteur d'espoir et des progrès pour un Congo. Vous êtes nombreux à nous suivre dans la province du Haut-Katanga. La ville de Lubumbashi se réinvente sous l'impulsion d'une dame de fer. En quelques jours, Joyce Tunda, maire intérimaire, a lancé une croisade contre le désordre urbain, neutralisé les gangs et démoli des installations illégales entre autorité et espoir. Elle incarne la détermination d'une ville décidée à retrouver sa dignité. Lubumbashi, capitale cuprifère de la RDC, vit un tournant décisif. À la tête de la transformation, Madame le maire intérimaire, Joyce Tunda Chansa, une femme de fer qui ne ménage aucun effort pour redorer l'image de la ville. Mardi dernier, elle a invité les marchands et les motards à la mairie pour sensibilisation, leur expliquant les nouvelles directives destinées à assainir le centre-ville et les périmètres interdits aux motocyclistes avant de passer à l'action. Puis, l'opération Ville sans moto et marchands pirates a été lancée. Les résultats visibles en quelques jours ont satisfait l'autorité urbaine et redonné espoir aux habitants. Deux fois ou trois fois par mois na moye. Mais la bravoure de Joyce Tunda Chansa ne s'arrête pas là. Dans moins d'une semaine, 2 groupes de gangs sémant la peur ont été neutralisés et présentés à Madame le maire. Les services de sécurité épaulés par son leadership accomplissent un travail titanesque. Joyce Tunda Chansa interpelle aussi les parents à retirer sans délai leurs enfants qui traînent en ville pour briser le cycle de l'insécurité urbaine. Ces enfants que vous voyez devant nous sèment des troubles dans la ville de Lubumbashi. Alors, ce sont des enfants qui tracassent nos opérateurs économiques. Ce sont ces enfants ici qui tracassent nos mamans quand elles partent au marché. C'est comme ça que nous demandons aux partis politiques de retirer leurs membres au centre-ville de Lubumbashi. Ce même jour, les kiosques et cabines illégalement érigées sur la servitude de l'État ont été démolis après plusieurs mises en demeure restées sans effet.
Un geste fort, symbole d'une volonté claire, rendre à Lubumbashi son ordre, sa dignité et sa sécurité. Joyce Tunda Chansa a prouvé qu'avec courage et détermination, une ville peut se relever. Lubumbashi écrit une nouvelle page de son histoire, portée par la bravoure d'une femme qui incarne l'autorité et l'espoir. On reste dans cette partie du pays. Un nouveau bijou architectural vient d'enrichir le patrimoine de l'université de Lubumbashi. La faculté de droit s'est dotée d'un amphithéâtre moderne de 2000 places baptisé Lundabululu. Cet ouvrage a été inauguré par le recteur Gilbert Kashiba il s'agit d'une réponse concrète aux besoins croissants d'infrastructures pour les étudiants. C'est un auditoire moderne sonorisé de plus de 2000 places assises qui a été inauguré par le professeur ordinaire Gilbert Kishiba Fitoula, recteur de l'université de Lubumbashi, en présence de plusieurs invités des marques tant politiques que du domaine du droit. Cette œuvre, qui porte le nom de Lundabululu, ancien premier ministre de la RDC et premier africain agrégé de droit à l'université libre de Bruxelles, a été réalisée sous le mandat de 3 doyens en 3 ans. Une réalisation saluée par le professeur ordinaire Njibungo Laurent, doyen intérimaire à la faculté des droits. C'est un jour magnifique parce que depuis que cette faculté existe, nous avons habité dans les histoires que nous avons trouvées, certains de fortune, mais aujourd'hui, c'est le premier auditoire construit par la faculté. Il s'agit de la matérialisation de la vision du comité de gestion que dirige le professeur ordinaire Kishiba, celle d'offrir aux étudiants un cadre de savoir répondant aux normes modernes de l'enseignement. Au nom du service national, les bancs qui sont placés ici, quand nous disons de sa part, c'est de la part du président de la République, chef de l'État lui-même, que nous sommes en train d'attendre ici à l'université de Lubumbashi en vue de connaître le moment pour notre université, pour les universités en République démocratique du Congo, de la remise des signes de grand chancelier. L'amphithéâtre fait professeur ordinaire Vincent de Paul Lundabululu s'ajoute ainsi à une longue liste d'ouvrages de ce genre qui sont sortis des terres à l'initiative du recteur Kishiba Fitoula, qui tient à améliorer les conditions des lieux d'apprentissage de ses étudiants en droit. Et ce lundi 12 janvier, une cérémonie empreinte d'émotion s'est tenue dans les bureaux de Jules Mwimba Kassalwe, directeur provincial du budget du Haut-Katanga. À cette occasion, il a été honoré par le groupe de presse La Concorde en recevant les prestigieux prix Excellence 2025. Suivez. La cérémonie s'est déroulée en présence de ses collaborateurs, notamment les chefs des divisions, témoignant ainsi de l'impact de son travail acharné, rigoureux et diligent au service de la province. Sous la direction éclairée du gouverneur AI, Martin Kazembe Choula, et du ministre provincial du Plan et Budget, Jean de Dieu Moulendo Ebondo, Jules Mwimba Kassalwe joue un rôle central dans l'élaboration des budgets provinciaux, y compris celui de l'exercice 2026. Son engagement constant à mettre en avant les priorités sociales et infrastructurelles du Haut-Katanga a contribué à l'élaboration d'une vision budgétaire cohérente alignée sur les objectifs stratégiques du gouvernement provincial. Visiblement ému par cette distinction, Jules Mwimba Kassalwe a dédié ce prix à l'Éternel Dieu Tout-Puissant, au gouverneur AI Martin Kazembe Choula, au ministre provincial Jean de Dieu Moulendo Ebondo, ainsi qu'à l'ensemble de ses collaborateurs, depuis les chefs des divisions jusqu'au personnel d'appui. Ce trophée, quand bien même il semble être individuel, pas individuel, mais il est collectif, parce qu'il représente toute une direction. Nous disons d'abord merci à son Excellence, Monsieur le gouverneur ad intérim de la province du Haut-Katanga, son Excellence Martin Kazembe, qui n'a pas résigné sur le moyen pour que nous puissions produire le budget 2026. Et à côté de lui, parce que c'est lui qui était le superviseur, nous dédions encore ce trophée à celui que nous appelons le coach. Lui, il était tout le temps à côté de nous et il était en train de nous coacher, dire voilà, là, faites ceci, de l'autre côté, faites ça. Lui, c'est l'honorable Jean de Dieu Moulenda Ebondo, qui est mon ministre des tutelles, le ministre du plan budget.
À travers cette initiative, le groupe de presse La Concorde entend encourager les cadres et professionnels qui se distinguent par leur engagement, leur intégrité et leur excellence afin de servir des modèles et des références pour les générations futures. Et pour finir, les avocats de Nathanaël Onokomba sont encore revenus à la charge pour appeler au respect de la Constitution et aux instruments juridiques internationaux auxquels la RDC a adhéré. L'opposant arrêté après un meeting qu'il avait donné à l'UPN est toujours détenu à un endroit inconnu sans accès à sa famille et à ses avocats. Le collectif a dénoncé une grave atteinte aux droits fondamentaux. Reportage de Gaëtan Koubaburanzi Chigueregere. Ça fait une semaine que Nathanaël Onokomba est arrêté. Le jeune opposant avait été vu pour la dernière fois à UPN le lundi 5 janvier, après une matinée citoyenne de la jeunesse extra-système tenue sur avenue Top Top. Depuis lors, il est détenu au secret. 7 jours plus tard, son avocat, Maître Godefroy Moinin-Boiteau, a dénoncé dans un communiqué le silence assourdissant des autorités judiciaires et la persistance d'une détention arbitraire qui bafoue les principes fondamentaux de l'état de droit en RDC. Face à cette situation alarmante, le collectif d'avocats de Nathanaël Onokomba demande premièrement au procureur général près la Cour de cassation, dépositaire de plénitude de l'action publique, d'exercer son pouvoir sur les officiers de police judiciaire en charge du dossier afin de localiser l'opposant et de le présenter devant son juge ou, à défaut, de le libérer sans délai. Deuxièmement, il appelle le ministre de la Justice, conseiller juridique du gouvernement, à cesser de cautionner des pratiques illégales et à faire respecter la Constitution et les instruments juridiques internationaux auxquels la RDC a adhéré. Et enfin, invite les organisations de la société civile, tant nationales qu'internationales, à se mobiliser contre cette grave atteinte aux droits fondamentaux. La salle de fête du restaurant Tanganyika de Lubumbashi a servi de cadre dimanche à une cérémonie d'échange de vœux entre les membres de l'association socio-culturelle Bonvoano Bois-Batabois. Déjà fin mandat, le comité dirigé par le président Raphaël Mututa a saisi cette occasion pour annoncer la reprise officielle du processus électoral qui aboutira à la mise en place d'un nouveau comité directeur. Regardez. C'est dans une atmosphère empreinte de convivialité et de retrouvailles que les filles et fils de la communauté Tabois se sont rassemblés. Une traditionnelle cérémonie d'échange de vœux qui a servi de moment de communion autour du comité directeur national, conduit par le président Raphaël Mututa. L'événement a été rehaussé par la présence de plusieurs personnalités de marque. Au premier rang, la sénatrice Christine Mwando Katepa, ainsi que des membres de la cellule de coordination de notables katangais, tous venus partager ces moments de joie en ces débuts d'année 2026. Nous tenons à adresser à vous, toutes différentes personnalités ici présentes, et à travers vous, tous les Katangais, nos vœux les meilleurs de paix, de prospérité, d'unité et de concorde pour cette nouvelle année 2026. Mais au-delà des festivités, cette rencontre revêtait un caractère décisif pour l'avenir de la structure. Le président sortant a saisi cette occasion pour annoncer officiellement la relance du processus électoral. L'objectif est fixé, la mise en place d'un nouveau comité directeur d'ici la fin du mois de janvier. Demandons ainsi à la commission électorale de reprendre avec le processus qui devra aboutir aux élections d'un nouveau comité directeur, et ce, d'ici la fin de ce mois de janvier 2026. Ces dernières se tiendront conformément aux prescrits de nos statuts et sans interférence aucune. En point d'orgue de cette journée, un message fort a été lancé. Raphaël Mututa a exhorté l'ensemble de la communauté à l'unité et à la cohésion, condition sine qua non pour assurer le développement durable du peuple tabois. Ce journal est terminé, place au rappel de titres. Tête à tête ce lundi à Lomé entre les présidents Félix Tshisekedi et Faure Gnassingbé.
Au centre des discussions, guerre dans l'Est et les processus de désescalade face à la persistance des violences. Aux employeurs et employeurs, les ministères de l'Emploi et du Travail rappellent que les dates du 16 et 17 janvier seront fériées pour la commémoration des mémoires des héros nationaux Laurent Désiré Kabila et Patrice Emery Lumumba. Seulement le 17 janvier coïncidant avec un samedi. Ce jour férié sera observé le lundi 19 janvier. Merci de votre attention soutenue et surtout restez fidèles au programme de Télé 50. Je vous retrouve demain mardi à 18h pour le grand magazine Kinshasa Direct. À très vite et avec le même plaisir. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. La Direction générale des impôts rappelle à tous les contribuables assujettis à l'impôt professionnel sur les rémunérations IPR, à l'impôt exceptionnel sur les rémunérations versées au personnel expatrié et à la taxe sur la valeur ajoutée TVA que l'échéance de souscription des déclarations afférentes au mois de décembre 2025 intervient le jeudi 15 janvier 2026. Passé ce délai, il sera procédé à l'application des pénalités fiscales conformément à la loi. À l'exception des contribuables gérés par la direction des grandes entreprises DGE et par les centres des impôts CDI pour lesquels la télédéclaration est déjà effective, les autres contribuables assujettis à ces impôts sont invités à télécharger leur formulaire de déclaration fiscale sécurisé sur le site web de la DGI à l'adresse www.dgi.gouv.cd. Aussi sont-ils encouragés à privilégier la transmission par email de leur déclaration et des preuves de paiement des dits impôts aux adresses électroniques suivantes selon le cas. Par ailleurs, les contribuables assujettis aux impôts susvisés et gérés par les centres d'impôts synthétiques devront déposer leur déclaration et preuve de paiement auprès de leurs services gestionnaires respectifs en attendant l'extension du système de dépôt par email et ou de la télédéclaration à leur bénéfice. Rigueur, transparence, innovation. Une vision, une institution, un pays. L'installation d'un laboratoire national à Moussombo et le déploiement de la plateforme numérique e-Trace Mines afin d'améliorer la traçabilité, la transparence et la crédibilité de nos exportations. 2025, 4 ans de gestion responsable au service de la nation. Disponible le 24 janvier 2026. L'année 2026 débute sous les signes du rapprochement entre l'administration communale et la population. Tulikuya paka hapa tupa na mchunga sababu tulikuwa na susia kusema tonane naye tumpatie nini madodansi. Fidèle à la vision participative dictée par le chef de l'État congolais Félix Tshilombo Tshisekedi, exécuté au Lualaba par la gouverneure Fifi Masuka Saini, le bourgmestre intérimaire de la commune de Fungurume, l'honorable Aline Makano Tshilombo, a initié une série de consultations populaires dans différents quartiers de sa juridiction. Kama mnamona mama Aline apashindia kusema eko na mrepresenter Fati Beton. Tutakuwa na metodoloji yetu moya buli. Mitekala hapa, mitaanza kushikia madoléance yote le mitabeba hapa. Aina ya kujibu hapa Shinjoville. Buku ile mitajibu ile ta nécessité kujibu. Ile ingine itenilomba kwenda kurefleshir na ma service technique yangu na hiyo itenilomba nyende mbele. Jo pale mitakuya tunafanya nini?
Le quartier d'Ipeta, dirigé par M. Mwebe Mabungu, a été le point de départ de cette démarche citoyenne. Accueilli par les membres du comité local de sécurité, objectif, écouter les besoins réels des administrés dans une interaction, un climat d'échange franc et direct. Ninasema hivi Mama Aline, susi yetu ya shiba toto ba 5 ans. Tunahangaika sana. Nilikuyaga depuis 2005. Tunayenga kumutoni. Kumutoni kuna kukwanze kuya mai. Wakati ya kukwanze kufika mai. Tulikuwa très bien. Eske tu mumai iko na kuya. Utajenga mama. Tunakuriria. Apre kumwisho. Tunaanza kuona mai. Inaanza kuituingiliria. Niko mu quartier d'Ipeta. Mukimi nongo 2. Mu bloc 3. Kule ngambo mina kuya na sujet ya ba jeune garçon banangaika njuu ya stade. Ba jeune beko na cheza mafutbolo mu mabalabala. Fungurume na kwa munene. Tuko na stade paka ile moya kukule. Asa tunalomba kupitia ile autorite kuna mama. Huko ngambo kungaki fashi ya munene. Kama batatuwezea kwa kutufanyia stade, batufanyie kwa njuu ya ba jeune ya kesho nabo bafurahi. Merci. Pasteur Aaron, Nico tout justement en face il y a pont. Mini Lipenda d'abord, ni m'y apprécié parce que c'est la toute première fois. En tout cas pour le travail fait, en tout cas si population et Kabila 1, tu l'as m'y apprécié. C'est pas facile, en tout cas pour nous vous êtes une bénédiction. Yapili, si tu Lipenda kusumbulia du problème ya mai maman. Si tu n'angaika mon niveau moi mon anaide. En fait, depuis vous la ligne Chaka mai yala mais tunapima kufanya maetude mai yala vile na yala. C'est ainsi que wakati tunaanza kuanalyser tunakia kuvumbula que ni construction à pont. En fait pont kuijenga kwetu ni mzuri sana, ina permettre si bakabila 1 tunavuka commission ba commission banakuya ile pont pale balianza kuyenga mama Aline, s'il vous plaît, avez-vous déjà vu baanze kujenga pont bila mbele kusonje ku canalisation ya mai? Mimi napenda kusemea yako mu cadre ya santé. Umu mwetu mu quartier d'Ipeta hatuna na centre de santé à proximité ile inezi kutualeger kwa kuma magonjwa yetu kushiku swati mu journée. Hatuyaonaka depuis tuko na existe mfungurume burgomestre kwenda kutembelelea hatuna shiba kukaraba chini. Mimi nakuya pana point iko presque 3. Point ya kwanza ni mambo ya soko. Soko yetu tunaanza soko yetu bare 4. Mu periodi ya mvula, infaka mvule na pika. Fashi kwa mabiakura, utakuta buchafu, atawa kutembea, biko nguvu mule ndani. Vyote banasema mimi na kintu hiki kimoyo. Materasi mnetuchimbia bien sana. Bengine banageuza materasi na kwa manani, inakuwa manjimbu. Abatengeneze. Cette première étape a été marquée par des discussions ouvertes sur les préoccupations locales, traduisant la volonté de l'exécutif communal de renforcer la gouvernance participative et d'asseoir une gestion inclusive axée sur les besoins concrets de communautés.